de tous les souvenirs liés à Yves Laporte, je retiens d'abord l'écho d'une voix, certains jours de notre assemblée. Alain Auroux allait nous quitter, et Laporte avait été ardemment sollicité de lui succéder à l'administration de notre maison. Ce dimanche-là, autour de la longue table, nous attendions sa décision. Il parla peu de temps pour nous dire qu'il s'était interrogé et encore interrogé sur la réponse à faire, et il conclut « Eh bien, mes chers collègues, j'accepte ». C'était dit comme cela, gravement, mais simplement, d'une voix sans artifice, sur un ton dont la modération ne cachait rien quant à l'engagement pris, une voix aussi résolue que son propos. Les collègues d'Yves Laporte eurent maintes occasions, durant les 11 années de son mandat, de voir cette résolution à l'œuvre. L'esprit et les besoins du temps avaient changé. Tout indiquait que le collège n'allait plus pouvoir se suffire des espaces sur lesquels il avait vécu jusque-là. Rénovation et extension, tels furent en la matière les maîtres mots de la politique d'Yves Laporte, que symbolisent, sans l'épuiser, la rue d'Ulm, la Fondation Hugo et le site libéré par le départ de l'école polytechnique. Mais ce n'était pas assez que de respirer un peu plus dans Paris. Il fallait aller plus loin, hors même de la ville, pour dispenser une partie des enseignements, en province d'abord, au-delà de la frontière ensuite, mais il fallait aussi, en sens inverse, inviter au collège des savants étrangers, non plus seulement pour une série de conférences, mais pour un cours annuel, et ce fut en 1989 la création de la chaire européenne. Ainsi se mesure, à travers ces exemples privilégiés, mais non une fois encore exclusifs, une autre qualité de la politique suivie par Yves Laporte. Cette mesure, qui le fit tout au long de son mandat, peser sagement les audaces de l'innovation juste, modelée au fil du temps, et des progrès de la science, de champs nouveaux à découvrir et des moyens nécessaires à leur exploration. Le même équilibre, et pourquoi ne pas dire la même sagesse, ont dicté, mais spontanément, la conduite d'Yves Laporte dans les relations quotidiennes avec le personnel du collège, les rencontres avec les collègues et les réunions de l'Assemblée des professeurs ou du conseil d'établissement créé à son initiative. Sollicitant les avis, les comparant, décidant après mûre consultation, bref, combinant au mieux l'esprit d'ouverture et les impératifs de l'autorité, Yves Laporte sut impeccablement tenir le rôle assigné par son titre. Un administrateur sans doute, mais plus encore un président, et non pas seulement d'une assemblée ou d'un conseil, mais du collège tout entier. On ne me voudra pas de parler maintenant non plus d'un administrateur, mais d'un homme, celui que j'ai connu, trop tard, trop peu. Bien sûr, il y eut des conversations, des échanges, assez pour me faire savoir, derrière la pensée d'Yves Laporte et ses souvenirs, quand sa discrétion naturelle ne leur faisait pas obstacle, une personne d'exception. Ce n'est que plus tard, bien plus tard, lorsque je me retrouvai à sa demande et avec l'accord de l'Assemblée des professeurs, vice-président de celle-ci, que les choses réellement changèrent. Je dus à cette situation, et plus encore à la confiance témoignée, d'avoir pris conscience réellement de ce qu'était le collège, mais plus encore de la relation étroite, quasi personnelle,
que Laporte entretenait avec lui. Là, dans son bureau, rien de ce qu'il me disait ne prêtait à l'indifférence. Entre le sérieux, la gravité parfois de tels cas personnels ou de telles situations intéressant le collège tout entier ou l'une de ses composantes, administratives ou scientifiques, et de l'autre, l'indulgence, l'ironie même, pour peu que rien de tout cela ne tirât à conséquence, j'ai eu devant moi un homme lucide, chaque fois engagé dans son jugement, un sage, pour tout dire. Quand je dus succéder à Yves Laporte dans ses fonctions et faire moi-même l'épreuve du collège, avec Jacques Glowinski à mes côtés, la relation entre Laporte et moi s'espaça, du fait de mes nouvelles charges et, quant à lui, de cette stricte réserve qui lui imposait de ne pas se mettre en situation de juger un successeur. On imagine assez bien que de mon côté, je ne pouvais me passer dans les débuts, tout au moins, de l'expérience et du jugement d'Yves Laporte, de ses conseils. Mais jamais il n'en prit l'initiative et jamais il ne me les refusa. Peu à peu, et avant même que vint l'heure de ma retraite à moi, ces entretiens devinrent conversations entre amis, qui découvraient que le temps leur avait donné de se parler enfin d'eux-mêmes, de leur vie passée, de leurs itinéraires. Celui de Laporte est connu, Toulouse, la guerre, la carrière scientifique, l'élection au Collège de France en 1971 pour 20 ans d'enseignement, dont 11, je le rappelle, conjugués à la charge d'administrateur. Maintenant, si vous le voulez bien, et pour conclure, oublions le collège. Oublions tout ce que le collège doit à Laporte et tout ce que nous devons au collège pour nous avoir donné l'occasion de connaître un homme tel que celui-là. Je voudrais, pour finir, l'évoquer en d'autres lieux, d'autres circonstances, nombreux les uns et les autres, et dont je ne retiendrai que quelques images. J'ai vu Laporte, dirais-je, sur ces terres, dans sa propriété de Saint-Jean-du-Gard, où, aux côtés de son épouse, il s'affairait un vaste domaine d'herbes folles, ménagé autant qu'on le pouvait, et d'arbres sauvages ou fruitiers. L'entreprise n'avait d'égal, pour son importance, que l'attention, la passion même qui portait Laporte et son épouse à s'offrir et à offrir à leurs visiteurs le visage d'une terre assagie pour le repos de vos yeux, mais assez riche de vie pour la partager avec vous. Autre souvenir, un jour, il regardait dans notre petite maison de Champagne des objets dits de famille, sans autre valeur que celle du souvenir, et Laporte de dire « Vous avez raison, les vrais objets sont ceux-là seuls qui parlent ». Nous nous sommes souvent, Yves Laporte et moi, retrouvés dans l'attachement des exilés à leur pays. Il prenait quelquefois, devant un auditoire complice, comme à la Fondation Saint-Gé-Polignac, la forme d'un débat, je devrais dire d'un badinage, entre la Cévennes protestante et le Causse catholique. Tels sont les souvenirs d'un homme qui me fit l'honneur de l'accompagner. D'un homme très proche, donc, et que pourtant, je n'ai jamais appelé que monsieur. Je vous remercie.